بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Club diplomatique, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de me donner cette occasion de m'exprimer pour et en face de cette honorable assistance. Vous avez compris, je vais vous parler de la COP22. Et la COP22, c'est la Convention des parties pour le changement climatique, un événement que le Maroc va recevoir entre le 7 et le 18 novembre cette année. Alors, qu'est-ce que c'est la COP22 ? La 22, c'est le nombre d'années de négociations qu'ont passé les parties, les pays, à négocier cet accord. Ça fait 22 ans. La COP de Marrakech sera la 22e convention des parties qu'on va négocier. Mais la COP22 vient à un moment historique, pas du Maroc, mais de l'histoire de l'humanité. Elle vient à un moment historique dans la mesure où elle vient juste après la ratification des objectifs de développement durable, les 17 objectifs des Nations Unies qui avaient été prononcés et construits sous la bannière de la dignité humaine et de la lutte contre la pauvreté et de la transformation des vies. C'est autour de ça qu'a été construit les objectifs de développement durable. Et l'accord de Paris, qui est lui un accord historique pour la simple raison que c'est pour la première fois que dans un processus multilatéral, nous avons réussi à nous mettre d'accord. Imaginez qu'on vous demande dans cette salle de vous mettre d'accord sur un sujet. Je pense qu'on passerait beaucoup de temps à faire d'accord, à reconcentrer l'adhésion des parties et des membres des différents États qui ont certes le même objectif. Tous les États avaient pour objectif de diminuer les gaz à effet de serre qui, eux, entraînaient l'augmentation de la température. Et ça, je vais en parler. Mais le problème, c'est que tous ces États n'avaient pas les mêmes enjeux, ni politiques, ni économiques, ni de développement. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit au fait d'un phénomène que vous connaissez, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui a entraîné le réchauffement de la planète et l'augmentation de la température de plusieurs degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et l'objectif qui a été fixé, c'est de revenir à la température de l'ère pré-industrielle qui était de 2 degrés C ou bien de 1,5 degré C. Et pour ça, il faut, et la science a rendu son verdict, il faut diminuer les gaz à effet de serre. Maintenant, les gaz à effet de serre, ils viennent de quoi ? Ils viennent de la combustion des énergies fossiles, ils viennent du transport, ils viennent de la construction, ils viennent de l'agriculture, ils viennent des déchets. Et donc, nous avons une panoplie de secteurs et d'activités liées à l'homme qui génèrent les gaz à effet de serre. Et pendant 2 années, même 3 années, depuis Varsovie, on a demandé aux scientifiques, le groupe des scientifiques, des experts mondiaux, on leur a demandé, alors comment il faut faire ? Ils nous ont dit, si on suppose que tous les pays développés, qui eux, pendant 2 siècles, ont envoyé des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui ont la responsabilité historique de la pollution, et qui doivent nous donner les éléments et les moyens pour remédier aux conséquences de cette pollution. Si on suppose que ces pays-là éradiquent et effacent complètement et se mettent à niveau au niveau de leur concentration de gaz à effet de serre, eh bien, on ne résolvera pas le problème. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des pays émergents, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Thaïlande, comme plusieurs, ceux que vous connaissez, qui, eux, sont devenus des producteurs mondiaux par excellence de gaz à effet de serre, et le premier producteur de gaz à effet de serre au niveau mondial aujourd'hui, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Et donc ces pays-là, au niveau des négociations, disaient nous n'avons pas la responsabilité historique de la pollution. Vous avez pollué pendant 2 siècles, nous on vient de commencer et nous avons le droit
au développement. Donc il faut nous laisser nous développer. On ne peut pas nous développer sans polluer. Et si on veut ne pas polluer, ça coûtera plus cher. Et donc voici un peu le contexte des négociations de l'accord de Paris. Bien entendu, vous comprendrez que des pays producteurs du pétrole comme nos amis du Golfe vont dire « Nous, on ne va pas arrêter le pétrole. Vous n'allez pas nous demander de mettre en place des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pétrole ? On va avoir un manque à gagner énorme. » Et donc, l'agenda du climat était d'abord un agenda économique et de repositionnement de pouvoir et de redistribution des cartes du pouvoir au niveau mondial. Et d'où la complexité de l'accord de Paris et d'où la grande fierté d'avoir réussi l'accord de Paris parce que c'était un accord difficile. Maintenant, que dit l'accord de Paris ? L'accord de Paris dit que les pays développés qui ont la responsabilité historique de la pollution doivent aider les pays en développement et les États vulnérables à s'adapter au climat, à développer des politiques résilientes, c'est-à-dire des politiques qui permettent de s'adapter au climat, et à se développer d'une manière qui est durable, c'est-à-dire sobre en carbone. Et là, mais ces pays-là doivent aussi apporter leur contribution pour diminuer les gaz à effet de serre. Et donc, le schéma global, c'est que les pays développés apportent quelque chose comme 60% de contribution pour diminuer leur gaz à effet de serre à hauteur de 60%, entre 50 et 60%, et les pays en développement doivent minimum participer à hauteur de 20%. Comme ça, on arrive à la neutralité des émissions. Et c'était ça, je dirais, les grands résultats de l'accord de Paris. Maintenant, comment l'accord de Paris, en des termes très humains, parce que moi je dis toujours que les négociations sont tellement compliquées, avec des terminologies tellement compliquées, que l'information n'est pas démocratisée. Comment l'accord de Paris se traduit-il en réalité ? Eh bien, l'augmentation de la température, vous le savez, entraîne des sécheresses de plus en plus récurrentes. Et le rapport du GIEC a montré, le rapport du groupe des experts internationaux a montré que cette augmentation va aller en s'amplifiant et peut atteindre 4 degrés C, ce qui va faire perdre au monde jusqu'à 20% du PIB mondial si jamais on ne réduit pas les émissions. L'augmentation de la température, évidemment, est accompagnée par une pénurie de ressources en eau qui est manifeste au niveau des continents les plus vulnérables, à savoir l'Afrique qui n'émet que 4% des émissions mondiales. 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, pas parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, parce que les sources d'alimentation en eau potable ont tari. Et donc c'est dû au changement climatique. 750 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie et continuent à couper les arbres et à se chauffer par du bois de feu, ce qui touche leurs droits à la santé. La même chose pour l'éducation. Il y a 1 400 000 heures qui sont dépensées par les femmes et les jeunes filles en Afrique et dans les États vulnérables pour aller chercher l'eau et ne pas aller à l'école. Donc ça touche au droit à l'éducation. Il y a également une migration très intense au niveau international, du sud vers le nord. Mais il y a également, on parle de 48 millions de personnes qui ont migré en moins de 10 années. Mais on parle aussi d'une migration interne dans les métropoles. Et ça, nous le connaissons au Maroc. Nos grandes villes, quand elles se sont retrouvées à cause de la sécheresse et à cause de la perte de terrains agricoles, entourées de bidonvilles qui manquaient d'infrastructures, d'assainissement, d'alimentation en eau potable, on connaît le prix de la migration climatique. Et donc, il y a une migration climatique intense qui non seulement menace la stabilité au niveau local, mais qui menace la stabilité au niveau mondial, parce que beaucoup de ces migrants se retrouvent dans des camps pas nécessairement en relation avec le climat, et vous savez de quoi je parle. Et donc, c'est là où l'accord de Paris rejoint complètement les objectifs de développement durable. Donc on parle d'un accord qui lui-même va garantir
la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et donc, quand on parle du climat, on parle tout simplement d'un agenda de développement humain, d'un agenda de réalisation de la dignité humaine. Parce que les Nations Unies le veuillent ou non, s'ils veulent donner l'eau potable à toute la population mondiale à l'horizon 2030, eh bien, ils n'ont qu'un seul choix, c'est appliquer l'accord de Paris. Parce que si la température continue à augmenter, quoi qu'on veuille, on n'aura pas de l'eau potable. Si les partis qui ont signé les objectifs de développement durable veulent donner le droit à la santé, eh bien, il faut éclairer l'Afrique. Parce que les Africains ne peuvent pas continuer à s'éclairer par le bois, ça touche directement à leur droit à la santé. Et c'est valable pour tous les indicateurs de développement durable. Et donc, on s'est retrouvé avec la jonction des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris. Donc, c'était essentiellement ces deux grands événements qui ont fait de l'accord de Paris un accord historique et un premier accord multilatéral réussi de par le consensus et l'adhésion de toutes les parties qu'on a observées à Paris. Maintenant, cet accord est rentré dans le processus de ratification le 22 avril du mois dernier. 196 pays ont signé l'accord. Et ça témoigne qu'il y a un engagement soutenu qui va continuer. On va continuer et on arrive à la COP22 au Maroc. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, nous allons recevoir un événement de 30 000 personnes. C'est une ville dans une ville qui va vivre à Marrakech pendant une dizaine de jours. C'est un événement qui va mettre le Maroc au cœur de la diplomatie mondiale, parce qu'on aura plus de 2000 journalistes qui seront présents à Marrakech. C'est un événement qui va mettre le Maroc au cœur du développement, parce que nous avons des chantiers concrets à montrer. Et nous avons démontré que le Maroc était toujours à la hauteur des négociations multilatérales. Et je rappelle à cette occasion, merci, je rappelle à cette occasion que le Maroc a été derrière les négociations multilatérales du GATT, qui ont été à l'origine de la création de l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle encore que le Maroc a été derrière les négociations multilatérales qui ont abouti au protocole de Kyoto et qui a permis de financer l'adaptation au niveau mondial depuis de nombreuses années. Et donc le Maroc a une histoire avec le multilatéralisme et je pense et je suis sûre que nous, Marocains, nous serons à la hauteur du défi qui nous attend. Alors qu'est-ce qui nous attend à Marrakech ? L'accord de Paris est sorti avec un agenda établi, préétabli, et qui a été signé. Et chaque année, nous avons des décisions à sortir en tant que négociateurs du climat. Les seules possibilités que nous avons au niveau de l'accord de Paris, c'est celles qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau de Marrakech. Je voudrais vous dire qu'au niveau international, du côté du nord, des pays les plus développés, leur ambition, c'est sortir un mécanisme de renforcement des capacités qui permettrait à nos pays d'avoir les capacités suffisantes techniques pour préparer des dossiers au financement, pour préparer les contributions, pour préparer les plans nationaux d'adaptation, pour aller chercher des financements, etc. C'est le seul mécanisme qui, à l'unanimité au niveau mondial, est accepté et veulent sortir de Marrakech. Mais nous, Marocains, nous sommes beaucoup plus ambitieux que ça. Nous voulons suivre les orientations de Sa Majesté, que Dieu le garde, qui a dit qu'il voulait que la COP marocaine ait une dimension africaine, sans porter préjudice à son universalité. Oh, je cherche des mots compliqués. Donc, mais c'est une dimension africaine. Sa Majesté a dit qu'il voulait que la COP 22 soit une COP de l'action. Il a dit qu'on veut du concret. Et les seules possibilités qui nous donnent accès au concret dans l'accord de Paris sont 3. La première, c'est une feuille de route pré-2020. Et on dit toujours que nous, Africains, et nous, pays en développement,
Nous souffrons déjà dans notre chair du changement climatique. C'est pas après 2020 que les changements climatiques vont arriver chez nous. Nous les avons vécus. Et la preuve, nous Marocains, on le sait. Depuis les années 60 où on a mis en place les barrages, on a compris qu'il fallait anticiper et qu'il fallait sécuriser l'alimentation en eau potable, qu'il fallait sécuriser l'alimentation tout simplement, la sécurité alimentaire. Et ça, nous l'avons commencé depuis longtemps. Et donc nous, les Africains, on a plus d'ambition et on leur dit, on ne va pas attendre 2020. Nous voulons du concret demain à Marrakech. Nous voulons que la COP de Marrakech soit la COP qui permettra aux pays africains d'avoir des fonds pour financer leur adaptation, pour payer leurs barrages, pour payer leurs stations de désalinisation, pour payer la reconversion de leur système d'irrigation pour l'eau, pour réhabiliter les 600 millions d'hectares dégradés à cause des changements climatiques en Afrique. Nous voulons une ligne de financement rapide et accessible aux pays les plus vulnérables. Nous voulons un engagement pré-2020, c'est-à-dire avant 2020, de tous les pays développés sur qui va donner quoi et qui va aider qui. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons que ça soit clair, qu'ils nous disent comment ils vont s'engager avec nous pour qu'on arrive en 2020 avec des actions qui sont réalisées. Ça, c'est notre premier point de la feuille de route marocaine. Notre troisième point, parce qu'il y a le mécanisme de renforcement de capacité, le pré-2020, mais notre troisième point, c'est quoi? C'est la mobilisation des acteurs non étatiques. Sachez que le secteur privé, entre 2012 et 2014, a investi 56% des investissements mondiaux dans le renouvelable. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, aujourd'hui, le secteur privé investit plus que les États pour la transition énergétique. Donc, à Marrakech, nous voulons des initiatives. La France a lancé une initiative, c'est Éclairer l'Afrique, et vous en avez entendu parler. Le Maroc table sur l'initiative Adaptation. Nous voulons développer une initiative pour que l'Afrique s'adapte, pour que l'Afrique soit résiliente. Et pour vous expliquer ce terme de résilient, je vous donne un exemple. Vous construisez une maison non résiliente, vous allez payer 7000 dirhams le mètre carré en supposant que vous êtes dans le moyen standing. Vous construisez une maison résiliente au climat, vous allez payer 7120 dirhams et les calculs ont été faits au niveau national par notre ministre de l'Habitat qui a présenté une loi de résilience de la construction au niveau national. Et donc nous savons que le gap de financement entre les technologies conventionnelles et les technologies qui permettraient aux Africains et aux États vulnérables de devenir résilients existe et nous avons besoin de ce financement. Et donc on leur dit, quand vous venez nous donner un financement qui est sous forme d'aide de développement, ça c'est de l'aide de développement, il va permettre de financer la construction. Mais si vous voulez nous donner un financement pour le climat, vous devez payer la différence entre ce qui est conventionnel et ce qui est résilient. Et c'est ce que nous espérons sortir à Marrakech. Donc nous tablons sur une initiative africaine pour répondre à l'appel de Sa Majesté qui a voulu que la dimension de la COP22 soit une dimension africaine parce qu'elle est sur un territoire africain, parce que notre politique nationale qui a été visionnaire est la coopération africaine, et parce que l'Afrique, malgré que tout le monde dit qu'elle regorge et qu'elle concentre toutes les vulnérabilités, l'Afrique regorge de ressources, regorge de potentialités énergétiques, de potentialités agricoles. Nous avons le réservoir de la sécurité alimentaire du monde en Afrique, les 600 millions d'hectares dont je vous parle, si jamais ils sont réhabilités, permettraient de compléter l'autosuffisance alimentaire de ce monde en 2050, et parce que l'Afrique comporte une richesse humaine exceptionnelle, étant donné qu'en 2050, elle sera le continent le plus jeune de la planète. Et donc aujourd'hui, nous avons au niveau national cette politique de coopération sud-sud, et moi je dis toujours que l'Afrique sera construite par les femmes et les hommes de l'Afrique. Nous en avons les capacités,
nous en avons le savoir, et donc il nous faut de la volonté, et je crois que nous avons de la volonté. Merci mesdames et messieurs.